bonjour. Nous sommes très impressionnés par votre débat. Et tout à l'heure, vous avez dit était, ou en parlant un peu du djihadisme, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan à date d'aujourd'hui de comment ça progresse ou ça régresse? Merci. Merci à vous. Si vous voulez, ça dépend des angles, des perspectives, de quelle perspective on parle. La guerre militaire est clairement gagnée par la coalition. Apparemment, ils n'ont plus aucun territoire, alors qu'ils étaient quand même très structurés, comme vous l'avez vu dans leur dernière vidéo. Ils avaient beaucoup d'argent, j'ai pas eu le temps de le dire. Ils avaient cambriolé la banque de Mossoul, avaient récupéré des millions, avaient récupéré tous les puits de pétrole. C'est les puits de pétrole qui avaient orienté leur progression dans le territoire. Et puis, ils étaient même arrivés à vendre du pétrole à l'Occident, comme on avait entendu parler, etc. Donc, énormément d'argent. Tout ça a l'air quand même beaucoup moins en leur faveur, puisqu'ils n'ont plus de territoire. La question, c'est que, à mon avis, c'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure très rapidement, c'est pas qu'une guerre militaire, c'est aussi une guerre de civilisation, mais non pas l'islam contre le reste du monde, bien entendu, dans ma bouche, mais bien sûr de ces gens qui veulent imposer leur projet d'extermination au monde entier, y compris au monde musulman d'ailleurs. Bon, donc moi, ça me rassure pas qu'il n'y ait plus de territoire, parce que forcément, ils sont en train de se réorganiser pour trouver un autre pays faible pour s'installer, prendre racine, pour mettre leur base. Al-Qaïda, ça veut dire la base. Donc, ils essayent de chercher un autre pays pour s'installer. Et en attendant, il est clair qu'ils ont demandé à toutes leurs recrues de se tapis dans l'ombre dans chaque pays, où qu'ils soient. Et est-ce qu'ils vont ne plus passer à l'acte à un moment, le temps de se réorganiser, ce qui a l'air un peu de se dessiner là, je touche du bois, ou est-ce que ça peut aussi donner à des comportements inattendus, puisque on a vu certains jeunes intégrer à peine leur discours qui passaient à l'acte sans même avoir été commandités par une hiérarchie, comme du temps d'Al-Qaïda. Il y avait des espèces de prises de passage à l'acte isolées, parce que l'idéologie les avait tellement atteintes et ils étaient tellement en situation de vouloir gagner ce paradis, etc., qu'ils pouvaient passer à l'acte sans connaître d'autres djihadistes, par exemple, ou avoir juste un lien par vidéo. Bon, c'est très difficile pour moi de savoir si en France ça va produire une accalmie, je l'espère. Mais ce qui est certain, c'est que si le gouvernement ne s'occupe pas de l'idéologie, ne forme pas les gens pour détecter cette idéologie et faire la différence avec l'islam, eh bien forcément, ça va repartir un jour ou l'autre sous une forme ou sous une autre, et qui refera des morts, puisque vous avez bien compris, c'est un projet mortifère. Donc, dire que ce serait faire de l'islamophobie que de parler de ça, moi je pense que c'est le contraire. Je pense que s'il y avait un projet totalitaire d'extermination de chrétiens aujourd'hui, ça poserait de problème à personne de dire ils utilisent la religion chrétienne, mais c'est un projet totalitaire d'extermination. On va former tout le monde pour savoir faire la différence entre un chrétien et quelqu'un qui a ce projet totalitaire de destruction. Or, pour l'islam, il y a toujours un malaise. Les gens ont toujours le sentiment que finalement, ils vont être islamophobes s'ils nomment les choses. Moi, je suis exactement dans l'inverse. Je pense qu'il faut nommer les choses et que si on les nomme pas, c'est là que on pourrait laisser prétendre que finalement, il n'y aurait pas de différence entre ce terrorisme et l'islam, qu'au fond, ce serait stigmatiser les musulmans. Mais moi, quand je raconte tout ça, je me sens pas stigmatisée une seule seconde. Je me sens tout à fait libre de dénoncer tout ce qu'ils font, même si ça me fait mal au cœur parce que c'est ma religion et que, vous voyez, il y a des endroits, je coupe la vidéo parce que c'est une sourate et c'est hyper violent pour moi de les entendre chanter le Coran. Mais il n'empêche que je me sens pas stigmatisée en vous racontant ça. Je vois pas pourquoi je me sentirais stigmatisée. Pour moi, ça n'a même pas de sens. Et je pense que c'est ça l'impensé des gouvernements qui se succèdent dans notre pays, soit de droite, de gauche, du milieu. Je pense qu'ils ont une espèce de difficulté à parler des dysfonctionnements quand il s'agit de l'islam, par peur de faire des amalgames, et que finalement ils en font plus que les autres. C'est-à-dire que c'est faire un amalgame que de pas vouloir dénoncer ce genre de phénomène qu'il faut savoir détecter, et qu'on le ferait pour un chrétien. Si je le mets à l'échelle individuelle, c'est pareil. Un papa
qui empêche son enfant d'aller dans le bac à sable, qui coupe la tête d'un mobile d'un bébé parce que c'est des grenouilles ou des papillons et que c'est faire du cirque que de laisser la tête du papillon sur la tête du bébé quand il est né, qui brûle les draps parce qu'il y a un petit lapin. Si c'est un chrétien qui arrive devant le juge des enfants, le juge des enfants va dire à madame qui veut divorcer de ce monsieur radicalisé, le juge des enfants va dire ce papa a un problème psychologique, on va lui faire une expertise psychologique, c'est un dysfonctionnement individuel, ce monsieur tourne pas rond. Bon, jamais le juge va se dire il est chrétien, on va le laisser vivre sa chrétienté. C'est-à-dire le fait d'avoir ce comportement de rupture et de haine ou de rejet va tout de suite être diagnostiqué comme un dysfonctionnement du monsieur. Si c'est un musulman, figurez-vous que même en cour d'appel, nous avons droit à des jugements qui valent vraiment leur pesant d'or. Genre, où certes, monsieur coupe la tête des papillons à l'hôpital du Mobile. Certes, monsieur brûle le drap parce qu'il y a un lapin dessus. Certes, monsieur a arraché la photo de la carte d'identité de madame pour pas faire d'associationnisme. Certes, monsieur dit que le bébé ne sera jamais dans un bac à sable avec des autres bébés impurs. Certes, monsieur dit que le bébé n'ira jamais à l'école. Certes, monsieur dit qu'il sera jamais mélangé à d'autres êtres impurs. Certes, monsieur est très musulman. Mais la République garantit la liberté de conscience des croyants, y compris des musulmans. C'est-à-dire que le juge valide le comportement dysfonctionnant de rupture, voire terroriste, comme si c'était de l'islam. Donc à force de ne pas vouloir nommer les choses, on n'outille pas les professionnels à faire la part des choses, alors qu'on le ferait très bien pour un chrétien, même pour un juif, mais pour l'islam, alors tout le monde est complètement recroquevillé en se disant être islamophobe, mais finalement c'est les pires islamophobes qui disent qu'ils vont être islamophobes s'ils nomment les choses. Ça veut dire qu'ils font... C'est comme, alors pendant que j'y suis dans ma diatribe et après je me tais, la question de appeler ça des musulmans modérés, les musulmans qui mettent pas des bombes. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Alors dire que les musulmans qui mettent pas de bombes sont des musulmans modérés, ça veut dire que en fait, quand on est beaucoup musulman, on met des bombes, et finalement, si on est un tout petit peu musulman, éventuellement, on peut être civilisé et côtoyer des autres. Cette façon de nommer les choses est quand même particulièrement anxiogène et embêtante. Parce qu'on fait passer dans l'opinion publique être musulman, c'est quand même mettre des bombes. Bon, donc voilà. Pour moi, on n'a pas du tout fini notre bataille. On doit vraiment dénoncer ces gens-là, comme on dénoncerait des chrétiens qui referaient les inquisitions ou je sais pas quoi. Et donc, il y a un impensé, il y a une espèce de malaise, de tabou et je comprends pas pourquoi, parce que ça dessert la France et ça dessert. Il y a certainement des centaines d'adolescents, et je pèse mes mots, qui auraient été sauvés si les parents, les éducateurs, les instituteurs, les professeurs avaient eu un petit peu d'outillage pour repérer que si le gamin veut plus aller au football parce qu'il croit que c'est le diable, c'est pas l'islam, c'est pas une conversion. On va pas appeler ça une conversion. Il y a un problème. Voilà. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez récupéré, entre guillemets, des djihadistes qui n'avaient pas tué, qui n'avaient pas torturé. Mais pour ceux qui ont tué, qui ont torturé, qui veulent revenir, le gouvernement français n'a pas l'air très pressé de les récupérer ou les laisser à la justice des Kurdes, des Irakiens. J'aurais voulu savoir un petit peu quel était votre point de vue par rapport à ça, s'il vous plaît. Merci. Dans la suite de ce que... Enfin, partant du principe que Daesh détruit aussi nos repères civilisationnels, je vais évidemment faire une réponse où je pense qu'on ne doit pas oublier qui on est et que la France, qui a une culture humaniste et chrétienne, ne peut pas non plus se mettre sur le même registre que Daesh en disant peu importe si les gens sont pas jugés, parce qu'au fond c'est ce qui se passe pour là-bas. On a des tribunaux qui sont sur l'affectif. Il y a des populations entières, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, qui ont été détruites, sans parler des yézidis, qui ont été exterminés. Donc il est évident que les juges qui sont là-bas, vous imaginez bien que ça va être la peine de mort, sans faire le discernement entre celui qui au début pensait aller sauver les enfants gazés par Bachar, celui qui avait été violé, qui voulait un mari protecteur, et celui qui voulait prendre la place de Dieu, et qui est un psychopathe, qui voulait trouver un objectif pour tuer. Donc je pense que ça va être un peu des jugements massifs. Moi j'ai jusqu'à aujourd'hui plein de familles qui appellent en pleurant, en me disant
on vous avait pas appelé parce qu'il était déjà parti, vous pouviez plus rien faire, mais est-ce que vous avez une idée, qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire juger en France, etc. Il est prêt à faire 20 ans de prison, mais on veut qu'il reste en vie. Voilà. On a les preuves que elle a été enfermée là-bas, elle voulait être médecin, elle a été enfermée dans un makar, ces maisons fermées, et qu'après, sans eau et sans nourriture, elle a dû épouser le premier djihadiste qui venait pour avoir le droit de prendre une douche. On a les preuves, s'il vous plaît, à qui on peut s'adresser. Et puis, je pense qu'on doit rester vraiment accroché à nos valeurs. Je vois pas pourquoi, nous, parce qu'on a affaire à des terroristes sans foi ni loi, on deviendrait un peuple sans foi ni loi. Je trouve que c'est presque leur faire trop d'honneur de devenir. Enfin, on va pas. En arabe, on dit, on va pas se laisser cracher dans la bouche. C'est une expression très triviale pour dire qu'on est qui on est et qu'on va pas se mettre en miroir. Je pense que c'est un danger. Parce que, vous savez, les djihadistes, le problème, c'est quand ils font des attentats, ils meurent avec les victimes. Donc la France, j'ai commencé comme ça la conférence, elle est dans un trauma national. Mais elle ne peut jamais avoir un jugement digne de ce nom parce que tous ceux qui nous ont tués sont morts en même temps que nos victimes. Ou presque. Et du coup, quand on a un jugement, c'est vrai que déjà, ce sont des jugements très difficiles, vous l'avez remarqué, très très sur l'affectif, avec une espèce de vindicte populaire, où celui qui est resté vivant, même si on ne sait pas trop où il était, etc., ou même s'il a embrigadé il y a 10 ans, des gens qui, 10 ans après, sont passés à l'acte, on va quand même vouloir sa mort, parce que le peuple a besoin de... Et puis, on est rentré avec nos discours... notre gestion, ce trauma national et les discours médiatiques et politiques aussi, on est rentré dans une ambiance qui ressemble aux ambiances d'avant-guerre, c'est-à-dire où un peu tout est blanc ou tout est noir. Il n'y a plus de place pour le gris. Donc effectivement, celui qu'on appelle repenti, qui a fait partie de cette idéologie, puis qui a fait le deuil de cette utopie, qui vient donner des secrets à la police pour dire excusez-moi, tenez, je veux plus qu'il y ait de gens comme moi, je vous donne tous les secrets, etc., on n'est pas prêt parce qu'il n'est pas tout à fait blanc. Hein, c'est à cause de lui qu'il y a eu des morts parce qu'il y a 10 ans, il a embrigadé des gens. Il n'est pas tout à fait noir non plus puisque maintenant, il aide à sauver des vies. Il en revient, il donne ses secrets. Et alors, du coup, il est gris, quoi. Hein, il est gris. Et dans une ambiance d'avant-guerre, c'est vrai qu'on va être aussi dans le binaire. Hein, c'est dans toutes les... Bon, moi, je pense qu'on est dans cette phase-là. Et que les repentis on va voir ce que décide le gouvernement définitivement, mais il n'y a pas que le gouvernement, il y a le grand public qui est tous traumatisé. Moi, je travaille à Nice en ce moment. Vous n'avez pas un Niçois qui n'a pas un mort autour de lui. La Nice, ça a été une horreur. Et les gens, ils sont dans un trauma, ils ont besoin pour leur résilience, pour continuer à croire en leur pays, tout ça. C'est très compliqué de ne pas avoir de coupables. Hein, que les personnes meurent en tuant, c'est très compliqué. Ça facilite pas les choses. Bonjour, je voudrais revenir sur la question précédente, parce que vous disiez ne pas faire d'islamophobie, mais quels mots vous aimeriez qui passent dans le langage courant pour différencier bien la religion musulmane des extrémismes islamistes? Est-ce qu'on parle d'extrémisme? Est-ce qu'on parle de... Je sais pas, quels mots, nous, dans notre langage courant, on peut utiliser? Alors, pour désigner ceux qui dysfonctionnent, à vrai dire, vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Islamistes, terroristes, extrémistes, radicaux, radicalisés, daéchisés. Enfin, moi, je change, hein, vous avez remarqué, je virevolte dans un lexique au gré de mes humeurs. Par contre, pour les musulmans normaux, je sais pas comment on dit quand c'est... je sais pas comment, on peut pas avoir d'équivalent parce que comme il n'y a pas de chrétiens qui mettent des bombes en ce moment, c'est vrai qu'on peut pas du tout faire de comparaison. Moi, j'ai envie de dire des musulmans normaux. Enfin, tous les musulmans vivent comme une grande violence qu'on dise d'eux qui sont modérés. Si vous voulez, quand on est musulman, on se sent pas modérément musulman. Moi, je me sens pas modérément musulmane. Moi, j'ai l'impression d'être, j'espère que ça va pas être coupé dans les médias, ce qu'on enregistre ou quoi, mais je me sens fondamentalement musulmane en étant ce que je suis. Même si les fondamentaux ont mis ma tête à prix 20 fois, mais je me sens fondamentalement musulmane. C'est pas parce que je pense que on peut se mélanger, il faut qu'on se mélange, que ça nous enrichit, qu'on a les mêmes valeurs, qu'on défend les mêmes objectifs, que je me sens modérément musulmane. Donc, vous voyez, c'est ce postulat qui m'embête, c'est que du coup, ça induit le fait que l'islam serait incompatible finalement par définition, et l'islam sera ce que les hommes en font.
Peut-être que l'islam n'évoluera jamais parce que les musulmans voudront tout le temps rester sur des interprétations passéistes et fondamentalistes. L'islam sera ce que les hommes en font. Et il est évident que, pour moi, l'islam n'est pas un paquet de valeurs essentialisées et que c'est bien l'humain qui va construire quelque chose de cette religion, comme les chrétiens ont affiné leur compréhension de leur religion et comme les juifs l'ont fait aussi. Mais en disant des musulmans modérés, c'est comme si on nous assignait une définition de l'islam où il faudrait ne pas trop être musulman pour être pas dangereux. Vous voyez, c'est ça qui me gêne. Oh ben, terroristes, islamistes, radicaux, extrémistes, enfin, moi les autres, je me fiche comment vous les appelez. Après, si vous voulez qu'on fasse un peu de finesse, les islamistes sont pas tous terroristes, c'est-à-dire que les islamistes sont des gens qui ne croient qu'en la loi divine, qui pensent que la charia est au même niveau que les lois divines, et pensent que, alors, tous, ils pensent que la loi divine est supérieure. Les salafistes, piétistes, les djihadistes et les islamistes. Mais la différence, c'est qu'en France, on a un mouvement d'islamistes qui a évolué à force de fréquenter d'autres Français et ceux qui ont grandi en France, et qui ont décidé que finalement la loi divine était compatible avec la loi, avec la démocratie, avec la loi humaine, qu'il n'y avait pas autant de différence que ça. Ce sont des gens un peu instruits, qui ont dit quand même que les lois humaines avaient pris exemple dans les religions, dans l'histoire des religions, que les interdits primordiaux se retrouvent dans les 3 religions monothéistes, etc. Donc finalement, eux, ils continuent à dire que la loi divine est importante, mais pour eux, c'est quand ils votent, ils vont participer aux élections, ils ont l'impression, quand ils vont voter en France et s'investir en tant que citoyens, que non seulement c'est pas incompatible, mais ça fait partie de leur devoir de musulmans. Donc c'est complètement différent des salafistes qui refusent de voter en disant vous n'allez pas voter pour un mécréant qui fait du shirk, et d'un djihadiste qui dit non seulement vous devez pas voter pour un musulman un humain qui fait du shirk, un mécréant qui fait du shirk, mais en plus de ça vous devez imposer la loi divine. Vous voyez, sur la même croyance, vous avez 3 postures différentes qu'on mélange souvent dans les médias. Mais bon, je me fiche qu'on les mélange, c'est moins grave que de mélanger les musulmans qui ont un bon cœur et qui aiment leur pays et qui aiment les autres. Enfin, je veux dire, c'est gênant de dire qu'on est modéré, quoi. Oui, quand on parle d'islamophobie, parce que l'on nomme les choses qui se passent, est-ce que vous ne croyez pas que c'est parce qu'à chaque fois qu'on essaye de parler clairement des choses qui arrivent, on a peut-être une partie de la communauté musulmane qui s'insurge de ce qui peut être dit? Et la question est de se dire quelle est vraiment la position de cette communauté par rapport à tout ce qui se passe. Vous savez ce que je vais vous répondre? Je vais vous répondre que la communauté musulmane, elle existe que dans le discours des médias où il n'y a pas de communauté musulmane. Il y a des musulmans qui sont très très différents. Déjà, vous connaissez l'adage, ils se sont mis d'accord pour être jamais d'accord. Donc entre les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les autres, déjà, il n'y en a pas un qui pense la même chose. Quand ils ont voulu élire des représentants pour avoir le Conseil français du culte musulman, dont j'ai fait partie en tant qu'intellectuel à un moment donné, là aussi, sur les 15 représentants, vous avez tous les musulmans de France qui ont dit non, celui-là, il me représente pas, non, celui-là, il me représente pas. Il n'y en a pas un qui voulait que l'autre le représente. Moi, j'étais la nana intellectuelle au milieu qui était censée faire penser les gens. Voilà. C'est très compliqué de dire la communauté musulmane. Vous avez les générations qui différencient. Vous avez les parents qui ont, à qui les enfants reprochent aux parents d'avoir un peu rasé les murs, voilà, d'avoir eu honte de leur islam, etc., parce qu'ils étaient analphabètes à l'époque et tout ça. Vous avez les enfants qui ont voulu dire, qui ont voulu valoriser leur islam en disant on est à la fois français et musulman, on est fier d'être français, on est fier on se réapproprie l'islam en français, on a appris à dire je. C'est plus le clan qui définit ce que l'islam dit. Je redéfinis ce que le clan me disait, que l'islam disait, et donc je retrouve des nouvelles interprétations. Toute cette flopée de jeunes là qui était au début dans mes premiers travaux, toutes ces flopées de filles très féministes qui s'étaient réapproprié l'islam et qui disaient oui papa maman tu veux m'empêcher de faire des études, tu veux me marier, tout ça, tu veux que je fasse le lit de mon frère parce que c'est les traditions de ton petit village.
Mais c'est pas l'islam, c'est pas sacré, hein. Il y a rien qui dit que je dois faire tout ça. Si je veux être une bonne musulmane, je dois avoir bac+8 parce que la femme du prophète avait 15 ans de plus que lui, c'était sa patronne. Je dois être citoyenne, je dois m'occuper des autres, je dois avoir mon carnet de chèques, je dois être indépendante, je dois pas dépendre d'un homme. Elles avaient des discours hyper féministes où elles montraient la compatibilité. Bon, et après, vous avez les franges qui ont été achetées par l'Arabie Saoudite, qui sont complètement à l'envers de ce que je viens de vous dire. Hein, l'Arabie Saoudite qui découvre son pétrole et qui achète pratiquement l'islam international avec ses Corans traduits à l'Arabie Saoudite de façon littérale, qu'elle distribue gratuitement partout, elle envoie des imams partout, ou le salafisme piétisme qui est pour moi quelque chose de littéral à l'envers de la philosophie de l'islam qui va séparer quand même, puisque aussi ils inventent ce shirk, cette lecture de l'islam, cette unicité de Dieu sans culture, où déjà ils font croire que la culture ça irait contre Dieu, hein, et ils sont partout. Alors là, tout le monde s'en fiche. Tiens, le titre de la conférence, quel islam fabriquons-nous? Pourquoi on a laissé rentrer tous ces salafistes d'Arabie Saoudite là par dizaines et par dizaines avec leurs 4 femmes? Parce qu'ils avaient de l'argent, parce qu'on faisait du commerce d'armes avec eux, on leur vend des armes sans arrêt, on leur vend des avions, on leur donne la Légion d'honneur à ces gens-là. Un jour où je peux revenir, je vous montre un petit peu la différence entre l'Arabie Saoudite et Daesh. C'est kiff bourricot. Celui qui monte sa religion, qui n'est pas dans leur groupe, il a la main coupée, il a la tête coupée. Femmes sont là. Elles se sont battues combien de temps pour pouvoir conduire? Donc c'est la même chose. Et ces gens-là, ils ont pignon sur rue. Quand ils viennent aux Champs-Élysées, alors là, le niqab, on leur laisse, on leur ouvre les bijouteries, c'est l'argent. Donc voilà, ce salafisme, il a envahi la France. Il n'a pas envahi que la France, hein, il a envahi les États-Unis, l'Angleterre, moins les États-Unis, je ne sais pas pourquoi. L'Europe est envahie par les salafistes. Et ils ont redéfini l'islam. Maintenant, un musulman lambda, il pense qu'il ne peut pas fêter Noël. Moi, le prochain roman que j'ai fait pour les jeunes, j'explique que nom d'une pipe. Pendant des années, on a tous fêté Noël parce que Noël, c'est une fête traditionnelle. Ça nous relie en tant que Français. Même si on pense que Jésus, c'est pas le Fils de Dieu, on aime Noël. Je suis musulmane et je suis fière d'aimer Noël. J'adore Noël. C'est la fête la plus belle du monde, Noël. Et je le dis partout. Mais maintenant, il y a combien de musulmans qui partagent cette impression? Plus personne. Parce que les salafistes sont passés par là, parce que les salafistes pensent qu'il faut pas manger la viande des gens du livre, parce que les salafistes pensent qu'il faut pas écouter de musique, qu'il faut pas se marier avec des gens du livre, etc., etc. Alors Noël, on n'en parle pas. C'est le shirk du shirk, Noël. Je suis une grosse mécréante. Bon. Si vous voulez, c'est aussi une responsabilité politique. Vous savez pourquoi on a fait rentrer les salafistes? Parce qu'ils votent pas. Ils ramènent de l'argent, ils ne votent pas. Ils n'ont jamais fait aucune subversion politique. C'est interdit de voter pour un mécréant. Donc les élus municipaux se fichaient des salafistes parce que ça ne rapportait pas de voix. Il y a même des élus qui ont confié la paix sociale des quartiers à des salafistes parce qu'ils récupéraient les toxicomanes et les délinquants dans leur filet. Ils leur offraient une enveloppe contenante avec un groupe un peu sous forme sectaire. Et du coup, les jeunes arrivaient à se passer de leur addiction et repartaient sur une autre addiction et une phobie, une approche anxiogène et tout le début de ce que je vous ai montré, même si c'est pas de la violence. On a laissé rentrer ces gens-là. Et puis après, vous avez ceux qui, comme vous avez compris, passent à l'étape au-dessus. Puis vous avez les soufis qu'il faut pas oublier, qui sont des poètes, des gens qui ne rêvent que d'amour, etc. Bon, donc vous voyez, la communauté musulmane, on est quand même bien envahi par les salafistes en ce moment. Il faut appeler un chat, puisque tout le monde est en train de comprendre l'islam à travers le salafisme. C'est-à-dire les non-musulmans sont en train de banaliser. Moi, je me bats. Moi, j'interviens dans mon cœur de métier, mon cœur d'expertise, c'est quand même la chaire de laïcité dans les entreprises. Hein. Ça, c'est mon premier. Monsieur Cazeneuve est venu me chercher, mais au départ, je forme les entreprises à qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit sur la question du fait religieux dans les entreprises. Bon, mais combien de fois je me suis disputée avec des managers, un salarié qui veut pas serrer la main à une femme ou le contraire, et le manager vous dit, mais Madame Bouzard, je veux pas être islamophobe, c'est sa culture. Je dis, pardon? Mais le roi du Maroc, il a limogé le général qui a pas voulu serrer la main d'une femme au nom de l'islam. Alors, je dis pas qu'il faut limoger les gens, hein, mais je veux dire, mais vous arrêtez de valider les interprétations les plus radicales de l'islam comme si c'était de l'islam. Parce que les gens ont peur. Mais c'est le contraire. C'est être islamophobe que de penser qu'un musulman a le droit de pas serrer la main d'une femme.
De penser que l'islam dit ça, c'est être islamophobe. De penser que l'islam oblige les femmes à se niqaber, c'est être islamophobe. De penser que, je sais pas moi, tout ça, c'est être islamophobe. Parce que ça veut dire qu'on valide que nos représentations négatives sur la religion musulmane sont en concordance avec celles de ces extrémistes. Et eux, ils profitent du fait que les gens ont des représentations négatives pour imposer. Alors on va aller où? Comment on va faire? On va plus avoir de musulmans. Vous savez, actuellement, quand moi je vois une femme voilée qui a un truc de couleur, alors en général, elles mettent un truc sur le cou aussi pour respecter leurs croyances, et que je vois qu'elle n'est pas jilbabée, c'est-à-dire qu'elle a une chemise. Jilbabée, c'est comme le niqab, mais avec le visage ouvert. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un drap sur elle, qu'elle a un habit normal, peu importe, mais qu'elle est voilée normale. Je me retourne et je me dis, ah, chouette, une féministe, une résistante, elle a juste le foulard. Mais c'est formidable, elle a résisté aux salafistes. Non, mais vous vous rendez compte? Je suis contente. Avant, jamais j'aurais dit, tiens, les voilées normales, elles sont féministes. Parce que les salafistes ont quand même pris le pouvoir. Donc ça, si on ne le travaille pas, dans 10 ans, là, ils font des bébés, hein, les salafistes, entre eux. Hein. Et ils en font beaucoup, hein, parce qu'ils ont décidé que la pilule était interdite. Le prophète, il a expliqué la contraception, mais eux, ils ont décidé que c'était interdit, la contraception. Alors ils en font. Hein. On va en faire quoi? Si leurs gosses continuent, ils ne sont pas violents, d'accord. Mais si quand ils voient nos enfants, ils croient que c'est des impurs, qu'ils n'ont même pas le droit de les toucher, qu'ils refusent d'aller à l'école, qu'ils font tout de leur côté, qu'ils n'ont même plus à Auchan avec nous faire leurs courses parce qu'ils croient qu'ils vont écouter de la musique, ça va les amener en enfer. Moi, je pose juste la question. Ça va être quoi, là, le futur? Dans le prolongement de votre réponse, quelles seraient, de votre point de vue, les modalités importantes pour que l'islam dont vous nous parlez se développe dans la République française? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas la vision que moi j'avais, hein, donc de l'islam. Et ça me fait plaisir d'entendre ça, mais je me dis, c'est pas l'image qu'on en a, malheureusement. Oui, parce que vous avez l'image mais vous n'êtes pas les seuls. Le pire de tout, quand même, c'est que les salafistes ont conquis de nombreux musulmans. Moi, dans les jeunes que je vois, y compris les jeunes qui se convertissent, surtout les jeunes qui se convertissent, honnêtement, ils apprennent l'islam de ce qu'ils appellent les salafistes. Parce qu'en plus, c'est même pas des vrais salafistes. C'est ça le pire, c'est que quand vous connaissez des gens qui sont vraiment dans ces mouvements, qui ont une vraie instruction, qui ont un vrai savoir, c'est encore autre chose. Mais en général, les groupuscules de tendance sectaire qui veulent séparer les uns des autres et prendre du pouvoir en séparant les jeunes de leur entourage se disent salafistes. Vous voyez, c'est encore plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, vous me dites? Moi, après, je suis formatrice, je forme les gens, alors je vais vous répondre de ma place. Moi, je pense qu'il faut outiller les gens pour qu'ils sachent faire la différence entre un musulman qui est imprégné d'idéologie salafiste et un musulman qui est imprégné d'idéologie djihadiste. Faire la distinction, avoir du discernement, savoir connaître les indicateurs d'alerte et ne pas valider qu'un jeune qui a peur de la musique ou du dessin parce qu'il va aller en enfer, c'est pas un jeune musulman, mais c'est un jeune qui est en lien avec un groupe radical. Ça ne veut pas dire qu'il va mettre une bombe. Ça veut dire qu'il va s'auto-exclure. Ne pas savoir détecter ça quand on est manager, professeur, instituteur, éducateur ou parent, je trouve ça embêtant. Et que par besoin de ne pas créer d'islamophobie, on fasse semblant que ça n'existe pas, je me dis, c'est pas un cadeau qu'on rend à personne. À personne. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'une voix forte qui viendrait des autorités françaises, par exemple? Parce que, voilà, ça manque quand même. Une voix forte, vous voyez, regardez, ils ont fait la fondation pour les œuvres de l'islam et on a des musulmans qui sont en France, des gens qui travaillent sur la théologie. Je pense à Rachid Benzine. Rachid Benzine, invitez-le un jour. Pour ceux qui veulent parler théologie, exégèse, c'est quelqu'un qui travaille, qui fait le même travail que les chrétiens et les juifs ont fait. Il a écrit d'ailleurs Les penseurs de l'islam. Et c'est quelqu'un qui travaille vraiment sur la subjectivité de l'humain dans l'interprétation d'un texte religieux et qui essaye de travailler sur ce côté anthropologique que n'ont pas encore dans leur majorité de nombreux musulmans. Au lieu de mettre quelqu'un comme, je dis au hasard Rachid Benzine parce que je le respecte beaucoup, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, ils ont mis Jean-Pierre Chevènement. Je n'ai rien contre Jean-Pierre Chevènement, hein, vraiment. Non, je n'ai vraiment rien contre lui.
Sauf que qu'est-ce que ça signifie aux musulmans de France? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est comme si on disait qu'on n'avait aucun intellectuel, qu'il n'y avait aucun musulman qui avait l'instruction et la culture nécessaires. Moi, je suis sûre qu'il y a des gens lettrés en France qui sont capables de penser leur islam, et Rachid Benzine l'écrit P-E-N et P-A-N, hein, de penser leur islam, et pour le montrer qu'il y a des valeurs communes, et puis qu'aussi l'islam sera ce qu'on en fera, mais qu'on nous laisse de la place. Parce que si on laisse de la place qu'aux djihadistes, ou aux salafistes, ou aux problèmes d'événementiel négatifs, je veux dire, il faut quand même qu'on ait une espèce d'autorité, une espèce de place, et puis que l'ensemble des Français nous suivent. Parce qu'actuellement, si vous faites un petit sondage, le Français moyen, il est persuadé que l'islam interdit la mixité, interdit le travail pour les femmes. Globalement, vous savez, on ne doit pas être loin de ça. Justement, moi, je voulais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je regarde le dimanche matin une très belle émission qui s'appelle Islam, avec des intellectuels musulmans, voilà, et qui est vraiment enrichissante. D'autre part, pour donner une vision un peu positive, moi, je viens de la région nantaise, je suis chrétien, je suis protestant. Suite aux attentats, il y a un groupe de citoyens qui s'est constitué sur Nantes autour de la nouvelle mosquée qui se trouve quand on arrive sur Nantes. Et il y a eu des échanges entre croyants, même aussi des libres penseurs, qui ont édité un texte, ils ont écrit et publié un texte pour signifier leur opposition à tout terrorisme de quelque couleur qu'il soit. Voilà. Autre réflexion que je me suis faite en vous écoutant, beaucoup de musulmans aujourd'hui en France souffrent de la double peine. C'est-à-dire que un musulman aujourd'hui, il doit prouver qu'il n'est pas terroriste. Il doit prouver qu'il n'est pas extrémiste. Un musulman qui est comme vous et moi, fait ses courses, dit bonjour, voilà. Il doit prouver, quand on découvre qu'il est musulman, ben non, je ne suis pas terroriste, non, je ne suis pas excessif, non, je ne suis pas extrémiste, non. Voilà. Bon. Dans toute cette histoire, j'ai beaucoup pensé aussi que souvent, on oublie notre histoire. Il y a eu des croisades. On allait combattre l'infidèle. Bon. Les chrétiens, ils ont à leur passif des guerres de religion. Alors je ne veux pas justifier le terrorisme et l'islamisme extrémisme, mais peut-être qu'il faut qu'on soit dans l'humilité de nous autres chrétiens, croyants chrétiens, et qu'on aille aussi à la rencontre de l'autre, parce qu'en fait, on a peur que de ce qu'on ne connaît pas. Et peut-être que si on voulait moins avoir peur, il faudrait faire un pas vers l'autre pour essayer de le connaître. Merci. Oui, juste une question. Je crois qu'ici, vous avez fait sans doute un effet assez fort et que les gens ont évolué sans doute dans leur perception. Donc, quand vous avez un auditoire, je pense que vous faites très fort. Mais au niveau plus global, pourquoi, en fait, vous n'êtes pas aussi entendu qu'ici? Qu'est-ce qui fait que, en fait, les choses perdurent, ce que vous dénoncez perdure? Puis j'ai une deuxième question, c'est tout compte fait. Bon, là, c'est l'ex-conseiller en communication qui parle. La communication que je vois là sur l'écran, elle est assez frustre, en fait. Elle est assez, c'est fait que de preuves fausses, de fausses preuves à répétition. Et je trouve que c'est assez facile de décrypter si les gens ont un référentiel communication de base. Donc je parle des profs, je parle des éducateurs, je parle et puis des enfants, puisque en fait ils sont des victimes parce qu'ils sont faibles. Rendons-les plus forts en leur disant ce que c'est qu'une vraie communication, et de façon à ce que d'eux-mêmes ils sachent décrypter en fait cette fausse communication. Il y a une manie en France, c'est que dès qu'on prononce le mot communication,
derrière, les gens vous disent c'est de la manipulation. Ça, c'est de la manipulation. Mais ça utilise les mêmes outils que la communication, sauf que les valeurs ne sont pas les mêmes. Merci monsieur. Vous prêchez une convaincue. C'est aussi la demande qu'on a eue d'outiller aussi les éducateurs au sens large pour démonter les manipulations faites par tous ces mouvements divers et variés. Quand on a prononcé le fait que ils avaient utilisé certaines manipulations de type sectaire, on nous a hurlé dessus en disant non, c'est pas sectaire, c'est l'islam. Le pourquoi on n'est pas entendu ou pourquoi je suis pas entendue depuis ces 15 ans ou ces 20 ans maintenant où je publie et où j'essaye de porter ce même discours. Malheureusement, je pense que l'islam est devenu un objet politique. Et on n'est plus dans un débat d'intellectuels. Il peut avoir par moment un ministre qui me saute dessus, comme ça a été le cas de monsieur Cazeneuve, qui m'a attrapé en me disant « Quittez votre cabinet, je vous missionne pendant 2 ans, occupez-vous de ces familles, formez-moi les équipes des préfectures, faites ceci, faites cela », et je l'ai fait. Et puis finalement, ça m'a coûté cher, parce que dès lors que la politique a changé, j'ai subi des représailles politiques innombrables, des diffamations dans la presse, des fausses informations qui arrivaient de part et d'autre. Et j'avais beau dire aux journalistes, j'ai mes preuves, j'ai une culture de l'écrit, je peux tout vous prouver, quelle que soit l'attaque. Et personne ne m'entendait, parce que c'est là que vous réalisez les liens qui finalement s'opèrent entre le politique, le médiatique, le trauma national, et tout un ensemble de choses qui vous emportent. Et je pense que c'est la faiblesse de la France, c'est d'avoir des gens qui décident, des gens qui font et des gens qui pensent. Moi, je suis quelqu'un qui pense et qui fait, c'est déjà pas mal, mais j'ai pas aucun réseau qui décide. Et quand vous n'êtes pas rattaché à un réseau, vous vous rendez compte que vous prêchez dans le vide, en fait. Et alors, par moment, vous avez des mouvements où tout d'un coup, les gens vous disent « Oh, c'est formidable, et là, vous auriez la solution, etc. » Puis on vous confie quelque chose, puis hop, ça se retourne complètement à l'envers de vous, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est passé, qui a, pour des questions de pouvoir politique, trouvé une autre façon de faire, et qui veut rassurer les Français en disant non, c'est un problème de banlieue, Mme Bouzer, elle a rien compris, on va former les imams, tout va rentrer dans l'ordre, faut donner l'impression au peuple français qu'on maîtrise le problème, ça va les rassurer, ça empêchera la montée de Marine Le Pen, puis boum, vous vous retrouvez dans les orties, les 4 fers en l'air. C'est ça qui est douloureux. C'est que justement, c'est un problème qui devrait être dépolitisé, transversal, pour l'intérêt de la nation, et c'est une question fondatrice de la nation.